Aujourd'hui, on va parler d'un matériau que le marketing horloger essaye de nous vendre comme la solution ultime à tous nos problèmes, le titane. Cette vidéo, en fait, elle fait suite à la vidéo de la semaine dernière qui vous a beaucoup plu, dans laquelle j'explique pourquoi l'acier Rolex n'est pas aussi bien qu'on le pense. Et dans les commentaires, vous avez été pas mal à me demander d'en faire une sur le titane cette fois. Et je sais pas si je l'ai déjà dit sur cette chaîne, mais j'ai passé en fait tout mon cursus à étudier les matériaux et ensuite j'ai travaillé quelques années pour la DGA, toujours dans les matériaux, jusqu'à que je finisse par démissionner pour me consacrer entièrement à Bébé Gear, une marque de montre-outils assemblée ici près de Toulouse. Voilà, du coup, ça me fait plaisir de faire des vidéos qui mélangent horlogerie et métallurgie. En plus, je vois que ça vous intéresse aussi, donc c'est cool. Alors, le titane, vous en avez probablement entendu que du bien, que c'est forcément mieux que l'acier, que c'est inrayable, ultra robuste. Et on va voir que pas forcément, ça peut être beaucoup moins intéressant qu'une montre en acier standard. On va aborder quelques notions de chimie, ça vous aidera à mieux comprendre pourquoi certains alliages de titane sont supérieurs à d'autres. On va voir aussi pourquoi le titane est moins froid que l'acier. Bref, on va vraiment tout voir et à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quel type de titane il vous faut avant d'acheter une montre et s'il vous faut vraiment une montre en titane ou pas. Donc déjà, le titane, c'est l'élément Ti. Donc là déjà, il y a déjà une grosse différence avec l'acier puisque l'acier, c'est forcément un alliage de plusieurs éléments. Donc là, en l'occurrence, du fer, du carbone et encore d'autres éléments en petite quantité. Le titane, il a été découvert en 1791 et c'est le septième métal le plus abondant dans la croûte terrestre. Il y en a vraiment partout. Donc si c'est cher, en fait, c'est parce que c'est une horreur absolue à extraire. Il se trouve jamais à l'état pur dans la nature, il est toujours lié à d'autres éléments, souvent de l'oxygène ou du fer. Et pour obtenir du titane pur, il faut utiliser un procédé industriel appelé le procédé Kroll, qui a été inventé dans les années 40. Le procédé Kroll, en fait, c'est très long et très gourmand en énergie. En gros, on utilise des étapes chimiques complexes pour arracher l'oxygène du titane. C'est ce qui fait que même s'il y a énormément de titane sur Terre, c'est cher et difficile à produire pour l'avoir sous une forme utilisable pour fabriquer des montres. Donc quand vous payez votre montre en titane, vous payez en fait surtout la facture d'électricité de l'usine de raffinage et la complexité de l'usinage, mais pas du tout la rareté du métal en lui-même. D'ailleurs, le titane était tellement stratégique et difficile à produire pendant la guerre froide que les États-Unis, qui en manquaient cruellement pour construire leur avion espion mythique, le Blackbird, enfin la CIA a créé des sociétés écrans pour acheter discrètement du titane à l'Union soviétique. Du coup, les soviétiques ont littéralement fourni le métal de l'avion conçu pour les espionner eux-mêmes. C'est dire à quel point ce matériau est une galère logistique, ou en tout cas l'été, puisque maintenant on a quand même moins de mal. Et voilà, c'est pour ça que le titane est arrivé très tard dans les montres. La première montre en titane commercialisée n'est sortie qu'en 1970. C'était la Citizen X8 chronomètre, moins de 2000 exemplaires produits, parce que personne ne savait comment usiner ce truc proprement à grande échelle pour des petits objets comme des montres. Donc Citizen a continué à pousser et Seiko a suivi alors que les Suisses étaient vraiment super frileux par rapport au titane. Il a fallu attendre encore 10 ans, donc 1980, pour que IWC, en collaboration avec Porsche Design, sorte le Titan Chronograph, la première montre suisse en titane. Donc le titane dans les montres à la base c'est vraiment un matériau d'ingénieur, c'est pas du tout un matériau d'artisan. Ça n'a rien à voir avec l'acier à ce niveau-là. Et un des gros avantages du titane, c'est que c'est un métal extrêmement réactif. Il adore l'oxygène. Dès que vous exposez du titane nu à l'air ou à l'eau, parce que je rappelle que dans l'eau, il y a de l'oxygène, et ben, il réagit instantanément avec l'oxygène pour former une couche d'oxyde. Le dioxyde de titane, c'est ce qu'on appelle la passivation. Et d'ailleurs, cette couche, c'est une céramique en fait. Et cette oxydation, elle crée un vrai bouclier de protection permanent. Et c'est grâce à ça qu'on a une très bonne résistance à la corrosion. C'est l'oxydation elle-même qui protège le titane. Alors que dans le cas de l'acier non inoxydable, l'oxydation va aussi créer une couche, mais vous la connaissez bien puisque c'est l'oxyde de fer, donc en fait de la rouille. Et cette rouille, elle protège pas du tout l'acier, au contraire, c'est poreux, ça s'effrite, ça absorbe l'eau, donc ça va aussi attaquer le métal en dessous jusqu'à qu'il ne reste plus rien. Et c'est pour ça que vous avez des châssis de voiture avec des trous.
quand la rouille n'est pas traitée à temps. Pour l'acier inoxydable, c'est différent évidemment, j'en parle dans la vidéo sur les aciers, le mieux c'est d'aller la voir si ça vous intéresse aussi, ça sera beaucoup plus précis. Donc dans le cas du titane, cette couche elle est géniale, elle est dure, chimiquement inerte et elle protège parfaitement le titane de la corrosion. Par contre elle est très fine, au moment où elle se forme, cette couche d'oxyde mesure environ 1 à 2 nanomètres d'épaisseur et un nanomètre c'est 1 milliardième de mètre, c'est invisible à l'œil nu et avec le temps par contre cette couche va s'épaissir et les études montrent qu'il faut environ 4 ans pour que cette couche naturelle atteigne une épaisseur de 25 nanomètres à température ambiante. Les 25 nanomètres c'est toujours très très fin, je le précise puisque j'ai déjà vu des gens qui disent que pour le titane cette couche là suffit à faire disparaître complètement les rayures comme si le métal se guérissait complètement. Alors que pas du tout. L'idée en fait que l'oxyde va combler le trou d'une rayure visible à l'œil nu, c'est physiquement impossible. Par contre, ce qui est vrai, c'est que quand vous rayez le titane, le métal frais en dessous est très brillant, très métallique. Il contraste fortement avec le reste de la montre qui est plutôt gris mat justement à cause de la vieille couche d'oxyde plus épaisse. Donc la rayure, elle saute vraiment aux yeux, elle brille. Mais avec le temps, des semaines ou des mois plus tard, la nouvelle couche d'oxyde sur la rayure va s'épaissir un tout petit peu et surtout changer la façon dont la lumière interagit avec la surface. Du coup, la rayure va ternir, devenir grise comme le reste de la montre. En fait, elle va se fondre visuellement dans la masse. Elle est toujours là si vous passez l'ongle dessus, vous sentirez le creux de la rayure. Mais voilà, elle brille plus. Et voilà, c'est ça la fameuse cicatrisation du titane. C'est pas en fait une vraie réparation, mais plutôt un camouflage naturel, on va dire. Maintenant, on va passer à, je pense, la chose la plus importante de cette vidéo. Pour le titane, il y a plusieurs nuances, des alliages, des grades. Et la différence entre eux est aussi grande qu'entre du plastique et de l'acier. Dans l'horlogerie, on trouve principalement deux grades, le grade 2 et le grade 5. Il faut faire hyper attention puisque les marques adorent rester floues là-dessus quand ça les arrange. Par exemple, si vous allez sur le site de Tudor, pour certaines montres, ils précisent que c'est du grade 2. Sur d'autres, ils précisent que c'est du grade 2 pour la carrure et du grade 5 pour la lunette. Et sur d'autres modèles, ils précisent rien du tout. Ils ont juste écrit titane alors que le grade ça change tout. Je veux dire, à partir du moment où ils précisent pas le grade du titane, ils ont qu'à pas préciser le matériau du tout, puisque vous allez voir, les deux grades ont des caractéristiques très différentes. Donc titane tout seul, en fait, ça veut rien dire, ça ne nous donne pas beaucoup d'infos. Alors le grade 2, c'est ce qu'on appelle du titane commercialement pur. Il est composé environ 99% de titane avec un peu d'oxygène et de fer. C'est le titane de base, c'est celui qu'on trouve sur les montres en titane d'entrée et de milieu de gamme et même parfois sur des montres à plusieurs milliers d'euros comme la Tudor Pelagos du coup. Il y a quand même des avantages contre la corrosion, déjà il résiste à tout puisque en métallurgie, plus un métal est pur, plus sa structure est homogène et mieux il résiste à la corrosion et c'est pour ça qu'on l'utilise dans l'industrie chimique. Ensuite, il est moins cher à produire et plus facile à former, à plier que les alliages plus durs. Mais du coup, son gros défaut, c'est qu'il est tendre, il est mou quoi. Et quand je dis mou, c'est par rapport à l'acier. Pour mesurer la dureté, on utilise l'échelle Vickers unité HV. On est à 190 Vickers pour l'acier 316L, c'est le standard en horlogerie. Et on est seulement à 160 Vickers pour le titane grade 2, donc on a vraiment une grosse différence à ce niveau-là. C'est pour ça que les montres en titane basique seraient énormément, vous frottez votre manche, une fermeture éclair, le bureau et hop, vous avez plein de rayures. En plus, comme il est très tendre, on ne peut pas lui donner une belle finition polie, miroir durable. Et c'est pour ça en fait que 90% des montres en titane grade 2 sont brossées ou microbillées pour avoir une finition mate et cacher la misère en gros. Ensuite on a le grade 5, là on rigole plus, c'est plus du titane pur, c'est un vrai alliage, 90% de titane, 6% d'aluminium, 4% de vanadium, c'est le standard de l'aéronautique et du médical haut de gamme. L'aluminium, c'est un élément dit alpha stabilisateur, il renforce la structure cristalline du titane à température ambiante, donc en fait ça augmente sa résistance mécanique et en plus ça le rend plus léger. Le grade 5 est environ 2% plus léger que le grade 2. Et le vanadium, c'est un élément bêta stabilisateur. Il permet de mieux contrôler la structure de l'alliage pendant le traitement thermique, mais surtout
il augmente énormément sa résistance à la traction et sa capacité à supporter des contraintes très fortes sans se déformer. Donc sa force au grade 5, c'est sa dureté. Il monte jusqu'à 400 Vickers. Là, on est nettement au-dessus de l'acier standard, c'est plus du double. C'est beaucoup plus résistant aux rayures, aux chocs et à la déformation. Autre avantage énorme, comme il est plus dur, on peut le polir cette fois. On peut vraiment obtenir des finitions brillantes miroirs qui ressemblent vraiment à de l'acier. C'est ce qu'utilise Omega sur ses Seamaster en titane ou même Grand Seiko sur ses boîtiers ultra haut de gamme. Le problème, c'est le prix. Le grade 5 coûte plus cher en matière première, mais surtout, il est infernal à usiner. Il use les outils à une vitesse assez folle. En fait, usiner un boîtier en grade 5, ça prend beaucoup plus de temps et ça coûte beaucoup plus cher qu'en grade 2 ou en acier. Alors pour le grade 2, j'ai dit qu'il résistait mieux à la corrosion, c'est vrai, mais dans la vie réelle, pour des montres, votre montre en grade 5 ne sera jamais attaqué par la corrosion de toute façon. La différence, en fait, on la voit quand on met le métal dans de l'acide sulfurique pendant plusieurs années. Donc honnêtement, ne prenez pas en compte cet avantage pour le grade 2. Ça ne doit pas influencer votre choix, en fait, c'est ce que je veux dire. Son seul avantage, il faut se mettre en tête que c'est le prix et c'est tout. Maintenant, on va comparer concrètement l'expérience du titane face à l'acier inoxydable. On prend en exemple le 316L qu'on trouve chez toutes les marques. Un des gros arguments en faveur du titane, c'est son poids. Il est environ 40 à 45% plus léger que l'acier. Sur le papier, c'est l'argument numéro 1. La première fois qu'on en porte une en titane, on a l'impression qu'elle est de moins bonne qualité. Ça inspire pas du tout confiance. Évidemment, c'est un a priori qu'il faut dépasser. Et c'est pas qu'à cause du poids qu'on a cette impression de toc, mais aussi parce que le titane est plus chaud. Enfin, je mets plus chaud entre guillemets. Et ça, c'est parce que le titane est un mauvais conducteur de chaleur. Il est beaucoup plus isolant que l'acier. La sensation de froid quand vous touchez de l'acier, par exemple, c'est pas à cause de la température du métal lui-même, mais la vitesse à laquelle il aspire la chaleur de votre corps. L'acier, c'est au contraire un très bon conducteur. Dès qu'il touche votre poignet, il aspire rapidement votre chaleur corporelle pour la disperser. Donc, ça nous fait cette sensation de froid. Alors que le titane, lui, conduit la chaleur beaucoup moins bien, environ 3 à 4 fois moins que l'acier. Il aspire, entre guillemets, votre chaleur très lentement et comme il ne vous vole pas votre chaleur brusquement, vous n'avez pas cette sensation de froid. En fait, c'est exactement comme quand vous rentrez dans votre salle de bain pieds nus, le carrelage il semble glacé et le tapis semble tempéré, voire chaud, alors qu'ils sont exactement à la même température. Et ça, c'est tout simplement parce que le tapis isole beaucoup mieux que le carrelage. Une autre différence avec l'acier, on en a parlé, c'est son esthétique. L'acier inoxydable, ça a une couleur blanche froide, vraiment éclatante. Quand c'est poli, ça brille comme un miroir, ça joue avec la lumière. C'est ce qu'on associe au luxe, aux bijoux, quoi. Le titane, même le grade 5 poli, il a une teinte plus sombre, plus grise. Le grade 2, lui, il est carrément gris souris et plutôt terne. Ça fait très outil, très militaire. Donc pour une tool watch pure et dure, c'est pas mal. Mais pour une montre que vous voulez porter avec une tenue un peu plus classe ou en costume par exemple, l'acier a cet éclat que le titane n'aura jamais. Le titane a tendance à absorber la lumière alors que l'acier la renvoie. Maintenant, on va parler d'un sujet plus sérieux, les allergies. L'ennemi public numéro 1 pour votre peau, c'est le nickel. Si vous avez des rougeurs, des démangeaisons et des réactions avec votre montre en acier, c'est le nickel en fait qui provoque tout ça. C'est l'allergène de contact le plus courant au monde. C'est aussi là que le titane est hyper intéressant, que ce soit le grade 2 ou le grade 5. Le titane ne contient pas du tout de nickel, mais surtout rappelez-vous de cette couche d'oxyde, le TiO2 dont je parlais au début. Cette couche rend le métal biocompatible. En fait, le corps humain ne rejette pas le titane. C'est même plus fou que ça, on parle d'ostéo-intégration. Si on vous met une prothèse en titane, l'os va littéralement pousser dessus et s'accrocher au métal. Le corps pense en fait que le titane fait littéralement partie de lui. Sur l'acier, ça fait pas du tout ça. C'est pour ça que c'est génial dans votre jambe. Et au poignet, bah, du coup, ça veut dire zéro irritation, même en transpirant des litres. Donc si vous avez des démangeaisons avec l'acier, le titane est sûrement la meilleure option pour vous. Il reste quand même un point noir au titane et c'est souvent celui qu'on découvre trop tard, la réparabilité.
Si vous rayez votre montre en acier, pas de panique, l'acier c'est homogène, la plupart des horlogers peuvent mettre un coup de polissage, enlever quelques microns de matière et la montre sort comme neuve. L'acier, ça se travaille super bien. Pour le titane, c'est pas pareil du tout. Déjà, le métal nu encrasse les meules et chauffe mal. Polir du titane pour enlever des rayures sans faire de vagues ou des taches grisâtres, c'est vraiment un métier d'expert. Il y a plein d'horlogers de quartier qui refuseront complètement de le faire, ou alors il y en a qui le font, mais le résultat est souvent pas terrible malheureusement. Donc faites attention si vous comptez faire polir votre montre en titane, renseignez-vous bien sur là où vous allez le faire. Mais il y a pire, le boss final de l'horreur en maintenant, c'est le titane avec traitement de surface. Comme je vous l'ai dit, le titane grade 2 est vraiment mou, 160 Vickers environ, et pour compenser ça, il y a des marques qui appliquent des traitements durcisseurs. Vous connaissez peut-être les noms, le Diashield chez Seiko et le Duratect chez Citizen par exemple. Chez Citizen, on a plusieurs types de Duratect et malheureusement, ils sont assez fous sur lequel utiliser sur chaque modèle de montre. Mais en gros, il y a deux écoles. Le dépôt de surface, donc comme le Diashield ou le Duratect classique, c'est une couche infime de matériaux très durs, souvent transparente ou presque transparente, puisqu'en général, on perd un peu en éclat quand même, et cette couche est déposée par PVD, donc dépôt physique en phase vapeur. Et un autre type de traitement qui est un peu mieux et qu'on fait par diffusion gazière, comme le Duratect MRK, là on met le moitié dans un four avec des gaz, azote ou carbone à haute pression. Les atomes de gaz pénètrent la surface du titane pour changer sa structure atomique sur quelques microns. Et le résultat, c'est qu'on passe de 160 Vickers à 1000 ou 1200 Vickers en surface. C'est génial contre les micro-rayures. Mais par contre, c'est à double tranchant parce que si vous tapez assez fort pour traverser cette couche fine, qui arrive lors d'un choc basique contre un mur par exemple, là, c'est terminé dans les deux cas. C'est pas possible de les repolir puisque on a un effet de coquille d'œuf en fait. Si vous essayez de polir pour effacer la rayure, vous allez obligatoirement arracher la couche de traitement durci autour de la rayure. Et là, vous révélez le titane mou qui est en dessous. Et le problème, c'est que le titane traité et le titane nu n'ont pas exactement la même teinte. Donc, en voulant effacer une rayure, vous allez créer une espèce d'auréole encore plus moche, une tache voilà, décolorée, impossible à rattraper. Sur l'acier standard, une rayure, c'est juste un souvenir temporaire. Il y a toujours moyen de la restaurer presque à neuf. Sur du titane traité, c'est pas possible ça. Donc pour conclure, est-ce que c'est une bonne idée d'acheter une montre en titane? Ça dépend. En tout cas, il y a des cas précis où le titane est un meilleur choix. Par exemple, si vous faites des réactions avec des montres en acier à cause du nickel, plutôt que de prendre une montre en plastique, tournez-vous vers le titane puisqu'il est biologiquement inerte. Il y a un autre cas où le titane est supérieur, comme on a vu, c'est pour les températures extrêmes, donc positives ou négatives. Le titane conduit peu la chaleur, donc en hiver, il n'est pas glacé sur votre peau et en été, il ne chauffe pas. C'est vraiment agréable et c'est plus confortable. Et le dernier cas, si c'est le poids des montres en acier qui vous dérange, avec le titane, même une montre sur bracelet métal, ça reste beaucoup plus léger. Pour résumer tout ça, mon conseil est très simple. Le titane grade 5, c'est une valeur sûre. Vous pouvez foncer les yeux fermés. Pour le grade 2 et les traitements de surface, c'est à vous de peser le pour et le contre en fonction de tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Mais voilà, pour être honnête, et vous le savez aussi, la fiche technique d'une montre, ça fait pas tout. Le coup de cœur esthétique, ça se contrôle pas, ça s'explique pas. Même si le matériau n'est pas celui que vous visiez au départ, ne vous bloquez pas. Si la montre vous plaît vraiment, je pense que ces qualités vous feront vite oublier ce petit détail technique, donc faites-vous plaisir. N'hésitez pas à aller voir la boutique Bébé Gear si vous cherchez une vraie tool watch. Le lien est en description et on se retrouve très vite pour une nouvelle découverte horlogère.